l'actualité ce lundi, le chef de l'État ivoirien est de retour dans son pays, la Côte d'Ivoire, après un séjour privé en France. Dès son arrivée, Alassane Ouattara a exprimé sa compassion aux familles des victimes des récentes inondations et invité les populations habitant encore les zones à risque à quitter ces endroits. L'orpaillage clandestin, un véritable danger quotidien pour les populations qui vivent sur les sites touchés. Pour y mettre un terme, le ministère de l'Industrie et des Mines se lance dans la sensibilisation contre ces activités illégales d'orpaillage. Nouvelles attaques terroristes au Kenya dans plusieurs villes côtières. Au moins 22 morts revendiqués par les Chebab. Il s'agit selon eux de représailles à l'invasion du territoire musulman somalien. Bienvenue dans ce 13h sur RTI 1. Le chef de l'État ivoirien est de retour dans son pays, la Côte d'Ivoire, après un séjour privé de 10 jours en France. Dès son arrivée, Alassane Ouattara a exprimé sa compassion aux familles victimes des récentes inondations et invité les populations habitant encore dans les zones à risque à quitter ces endroits où leurs vies sont menacées. Jérôme Kofi Abola. Juste après sa descente d'avion aux environs de 17 h ce dimanche 6 juillet 2014 pour marquer son retour au pays après un bref séjour privé en France, les premiers mots du président de la République Alassane Ouattara ont été les mots de compassion aux populations suite aux pluies diluviennes causant dégâts matériels et pertes en vie humaine. C'est un moment difficile pour toute la population car nous avons perdu 23 personnes au cours de ces pluies diluviennes. Il y a eu de nombreux blessés, également des désagréments pour chacun de nous. Le gouvernement a pris plusieurs mesures d'urgence. Ceci a permis d'atténuer un tout petit peu les conséquences. Et en raison donc de la gravité de la situation, j'ai demandé au Premier ministre et au ministre chargé de la Défense d'associer les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Je considère qu'il est important que nous puissions faire ce qu'il y a lieu de faire, c'est-à-dire dégager les voies d'eau, faire en sorte que si ces pluies continuent, l'eau puisse couler normalement. Et je demande aux familles concernées de comprendre que ce n'est jamais de gaieté de cœur qu'il faut détruire les habitations, surtout pour des personnes très défavorisées, mais cela doit se faire pour préserver des vies humaines. Donc je voudrais rassurer nos compatriotes que nous sommes bien conscients de la gravité de la situation et que le gouvernement continuera de tout mettre en œuvre pour que cette période difficile puisse être abordée avec toute la sérénité nécessaire. Des sites d'accueil ont été identifiés pour les sinistrés, de même qu'un terrain de 850 hectares pour relocaliser les habitants des quartiers précaires. Donc je voudrais, en terminant, réitérer toute ma compassion, toutes mes condoléances. Le président de la République, répondant par la suite à une question relative au refus du FPI de siéger à la nouvelle CEI, a indiqué que c'est la meilleure commission électorale que la Côte d'Ivoire s'est donnée. Nous avons tout de même travaillé de la manière la plus complète et la plus ouverte. Nous avons fait venir la National Democratic Institute, qui est quand même un think tank reconnu de tous, du Parti démocrate américain, qui a aidé à mettre les commissions électorales partout dans le monde, au Nigeria, en Afrique du Sud, au Sénégal, en Europe de l'Est. Cette mission a été dirigée par un ancien Premier ministre canadien. La mission a vu tout le monde, nous a indiqué que cette formule convenait à tous. C'est un système de check and balances, c'est-à-dire faire en sorte que tous les partenaires soient présents et que les uns et les autres s'équilibrent à l'intérieur pour que cette structure ait la plus grande stabilité et la plus grande autonomie. Je pense que les discussions continuent et il est de l'intérêt de tous, du Front populaire ivoirien, comme de tous les partis d'opposition et du parti au pouvoir, de participer à cette commission électorale indépendante. Vous savez, moi, je tiens beaucoup à des élections apaisées, transparentes et crédibles. J'ai tenu à avoir des analystes et des hommes politiques de qualité qui ont une expérience des élections dans le monde entier pour nous aider à nous organiser. Parce que je veux sortir de cette crise et faire en sorte qu'il y ait la confiance dans le processus électoral. Et je crois que cette
CEI donne la possibilité à tous de s'exprimer. Ceci me paraît tellement équilibré que je serais surpris personnellement que le Front populaire ivoirien ou des partis d'opposition ne souhaitent pas ou ne veuillent pas participer à une telle commission. C'est la meilleure commission que la Côte d'Ivoire ait connue. Le président Alassane Ouattara a aussi confirmé la très prochaine visite officielle du président français François Hollande en Côte d'Ivoire. Le président de la République française sera en Côte d'Ivoire le 17 juillet prochain, donc dans une dizaine de jours, pour une visite officielle. Nous avons donc commencé à travailler sur cette visite officielle qui arrive à un moment où la Côte d'Ivoire fait des progrès importants au plan économique, au plan politique. Et je pense que nous allons avoir des échanges de bonne qualité avec le président français, et surtout, bien évidemment, lui dire que la dette extérieure doit connaître un effort plus important d'allègement. Je considère que cette visite est importante pour la Côte d'Ivoire, mais également pour la sous-région. Vous connaissez tous le rôle que le président François Hollande a joué dans la crise malienne. Nous aurons donc à discuter des questions bilatérales, mais également des questions régionales, continentales, et bien évidemment un tour d'horizon concernant l'évolution des grandes questions mondiales. De retour donc au pays, le président de la République s'est dit prêt et toujours déterminé à poursuivre les grands chantiers pour le développement de la Côte d'Ivoire. Comment numériser l'administration ivoirienne et la rendre plus efficace? La Société nationale de développement informatique a initié un cadre de concertation pour répondre à la question. Il s'agit principalement de promouvoir le partage d'expériences, faciliter la coordination et l'intégration des systèmes d'information de l'administration ivoirienne. Sidonie Davila. Au cours des travaux du cadre de concertation de la SNDI, la Société nationale de développement informatique et les directeurs des systèmes d'information des ministères, un accent particulier a été mis sur la planification budgétaire. Planification budgétaire considérée par l'ensemble des participants comme étant un outil principal pour une meilleure mise en œuvre de la stratégie d'information. Cette 6e session qui a également enregistré la participation des directeurs des affaires financières ainsi que des directeurs de la planification et autres démembrements de l'administration publique ivoirienne a été marquée par des résolutions. Les directeurs de la planification des ministères, étant conscients de l'importance de l'outil informatique, vont désormais prendre en compte les projets informatiques de façon adéquate dans la planification des ministères. De même, les DAF s'assureront de pouvoir allouer avec la collaboration des autres, des budgets adéquats pour conduire ces projets-là. Et tout ça, ça doit être fait dans un cadre de mutualisation des infrastructures, des ressources de l'État. Selon les participants, ce cadre de concertation a été à leur avantage. L'échange a été très fructueux. En venant, j'avais beaucoup d'appréhension concernant la coordination des différents projets au sein des différents ministères. On ne voyait pas de synergie. Et je pense que ça a été le cadre de pouvoir dire cela. En tant que direction générale du budget et des finances, nous sommes venus expliquer les voies et moyens pour que les différentes structures, les différentes DSI puissent écrire leurs besoins comme il se faut. Pour une meilleure administration numérique et efficace, comme le stipule le slogan, la SNDI, maître d'œuvre de ce cadre de concertation, entend poursuivre la promotion de cet espace d'échange dans l'espoir d'aboutir à une modernisation effective de l'administration. Les habitants de Zakourabli, village de Kouibli dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, ont désormais accès aux soins médicaux et cela sans bouger de leur village. Un dispensaire entièrement équipé vient de leur être offert par une coopérative agricole et pour un coût total de 15 millions de nos francs. Jérôme Kouakou, Thérèse Yoboué. Zakourabli est un gros village situé à 6 km de la commune de Kouibli. Cette localité a désormais un dispensaire grâce à la coopérative Copas Demain. L'ouvrage a été remis récemment à la population. Zakourabli fait au moins de 10 à 15 naissances par mois. Ça évite nos femmes d'aller à Kouibli. Et c'est ça qui est nécessaire. C'est ça qui me réjouit. Mon programme, en premier point, c'est l'éducation et en deuxième point, la santé. Et donc, quand on équipe un village de ma commune, un bâtiment de santé aussi, flambant neuf, je ne peux être heureux. Le nouveau dispensaire de Zakourabli
va faciliter l'accès aux soins de santé à une dizaine de campements situés aux alentours du village. En plus, 20 000 personnes seront bénéficiaires directs de cet investissement. L'ouvrage est réalisé également avec l'appui du groupe Olam, exportateur de café en Côte d'Ivoire, et le soutien financier d'un groupe agroalimentaire qui ambitionne d'investir 35 milliards de francs CFA pour améliorer les conditions de vie des populations vivant en milieu rural. Plusieurs autres projets en direction des populations sont annoncés. À Katiola, c'est du matériel médical que la mairie vient d'offrir à ses administrés. Ces dons faits aux structures sanitaires vont permettre aux populations de bénéficier de soins de meilleure qualité. Hassan Kane, Kader Sogodogo. L'État de Côte d'Ivoire fait de la santé une priorité. C'est pourquoi il mène des actions afin que la population bénéficie de soins efficaces. Et cela passe par la réalisation et l'équipement des structures sanitaires. Pour appuyer le gouvernement dans cette politique sanitaire, le maire de la commune de Katiola, Thomas Camara, a offert du matériel de santé aux populations de la localité. Ce don est composé de lits d'hospitalisation et de chirurgie, ainsi que des tables de consultation. Les différents intervenants ont, au cours de cette cérémonie, exprimé leur gratitude au premier magistrat de la commune pour ce geste de portée humanitaire. Pour le directeur régional de la santé et de la lutte contre le sida du Hambol, ce matériel sanitaire est un soulagement pour la population. Ce don va contribuer à améliorer de façon significative le plateau technique des structures de santé du département de Katiola. Selon Thomas Camara, maire de Katiola, ce don est rendu possible grâce à un fils de la région, le docteur Doukouré Ibrahim, spécialiste en anatomie pathologique, qui a au cours d'une formation en France œuvré pour obtenir du matériel médical. Thomas Camara invite donc les cadres à s'unir pour le développement de la région. Ce qui m'a motivé à faire venir ce matériel, c'est que je suis venu pour me mettre au service de nos populations. J'avais prévu d'équiper les centres de santé dans la mesure de mes possibilités. L'autorité politique a profité de l'occasion pour récompenser les vaillantes populations de Katiola en vue de les encourager à l'essor de la région. Restons dans le domaine médical. Une entreprise française lance la chasse aux faux médicaments. Il s'agit du laboratoire anti-contrefaçon du groupe Sang. Reportage. Nathalie Talley est à la tête d'un laboratoire unique en France. Le laboratoire anti-contrefaçon du groupe Sanofi. Ce que l'on traque ici, ce sont les faux médicaments. Les échantillons viennent du monde entier, ils sont envoyés par les douanes, des médecins ou des correspondants du groupe pharmaceutique. Le contrôle est d'abord visuel et mieux vaut avoir l'œil exercé. Car en matière d'emballage, les fabricants de faux médicaments ont acquis un véritable savoir-faire. Entre le vrai et le faux, la différence se niche dans les détails. Pour cet échantillon, c'est le point sur le « i » qui fait toute la différence. Ici le vrai, ici le faux. Visuellement, ça devient de plus en plus difficile. On est obligé de passer par des grossissements et aussi des changements d'éclairage pour pouvoir mettre en avant les défauts sur les boîtes. En revanche, la composition des faux médicaments, elle, n'évolue guère. Au mieux, c'est l'absence de principe actif ou le sous-dosage. Au pire, on y trouve tout et n'importe quoi. Il y a des produits, surtout des formes comprimées dans lesquelles on retrouvait du plâtre, un peu, pour faire le comprimé. Des ampoules aussi avec des solutions qui étaient remplacées par de l'eau du robinet, voire pire en qualité. Antibiotiques, anticancéreux, aucune classe thérapeutique n'est à l'abri. Le trafic explose littéralement dans le monde. En Afrique, Interpol estime que plus d'un médicament sur 3 est contrefait. Et pourtant, moins de 10% des échantillons analysés ici viennent du continent. Il y a une prise de conscience maintenant que c'est plus dans les actions qu'on en arrive à convaincre que quand ils déclarent ou ils nous font parvenir un échantillon que l'on trouve contrefait, et que derrière leur montrer qu'on a vraiment des actions qui permettent d'aider les populations à obtenir des produits de qualité. La lutte contre la contrefaçon, c'est à la fois un enjeu de santé publique, mais aussi un enjeu commercial. Pour les groupes pharmaceutiques, le manque à gagner se chiffre en millions de dollars.
La fièvre Ebola continue de faire des victimes dans des pays comme la Guinée et la Sierra Leone. Aucun cas détecté en Côte d'Ivoire, mais les mesures prises par le gouvernement en avril dernier sont toujours en vigueur. Les populations sont invitées à leur strict respect, surtout dans les zones frontalières aux pays touchés. Reportage. C'est en avril 2014 que le gouvernement ivoirien a pris des mesures pour lutter contre la fièvre Ebola sur toute l'étendue du territoire national. Ces mesures visaient entre autres la non-consommation de la viande de brousse. 3 mois après, ces dispositions sont toujours en vigueur, surtout dans la région de l'Indénié-Djuablin, une région située à l'est de la Côte d'Ivoire, donc très éloignée de la Guinée et du Libéria où la maladie a fait de nombreuses victimes. Ici, les habitudes alimentaires des populations ont changé, surtout les adeptes de la viande de brousse. Un plat de foutou banane avec la viande de bœuf. Parce qu'on nous a conseillé de ne plus manger de la viande de brousse. La viande de brousse est intéressant, mais on est obligé de changer pour écouter les conseils des médecins, pour avoir la bonne santé. D'autres ne mangent pas poisson. Comment ils font ça? Toujours manger des viandes de bœuf là. Viande de bœuf là aussi, là, c'est pas tout le monde qui aime. Par exemple, mon grand-père, lui, depuis moi, je suis né à mon grand-père, c'est viande de bœuf, il mange. Dans les restaurants et maquis, le menu a été revu, avec une baisse considérable de la clientèle. On prépare, ça reste. Quand les clients viennent, on les propose poisson, viande de bœuf, ils refusent de manger. Alors que on vit de ça. Comme on dit, la maladie, on est dedans, sinon, c'est viande de brousse là qui nous arrange. Nous, à la gare de Niablé, là, pourquoi les gens viennent? C'est à cause de viande de brousse. Les gens viennent. Mais comme il n'y a pas de viande de brousse là, il ne peut pas quitter ailleurs pour venir. Il ne peut pas prendre taxi pour venir manger viande de bœuf. C'est ça, il mange à la maison. En ville aussi, il y a viande de bœuf là-bas. Il va payer transport pour venir. Comme leurs camarades de l'Ouest, les restauratrices de la région de l'Indénié-Djuablin souhaitent bénéficier de soutien pour une reconversion dans d'autres secteurs d'activité en vue de faire face à leurs besoins familiaux. Mais en attendant, les clients, eux, se contentent de la viande de bœuf et du poisson. La Côte d'Ivoire veut mettre en place un système de gestion efficace pour les déchets toxiques, nucléaires, biologiques et chimiques. Le ministère de l'Environnement y travaille. Il va s'agir de proposer au gouvernement un plan national de gestion des risques et catastrophes liés au déversement des déchets toxiques. Douad El Azéa. L'environnement ivoirien souffre de beaucoup de maux, au nombre desquels les feux de brousse, la pollution de l'air et de l'eau, les érosions des sols, les changements climatiques et des catastrophes naturelles telles que les inondations en cette saison pluvieuse dans le district d'Abidjan. Pour apporter une réponse aux problèmes environnementaux, des experts nationaux et internationaux réfléchissent sur la question. Nous avons observé des lacunes au niveau de notre arsenal juridique et réglementaire et nous avons aussi observé l'absence de structures spécifiquement formées à intervenir en cas d'incident NRBC. Nous allons travailler et essayer de monter quand même une ossature de plan qui va permettre de rendre la Côte d'Ivoire apte à faire face à des incidents qui soient liés à ces matières et déchets d'origine NRBC. La Côte d'Ivoire est très bien préparée, il reste quelques lacunes et nous allons voir quel mode peut améliorer tout cela. Comme dans plusieurs pays, le plus important est souvent de coordonner l'action entre les agences. Cet atelier, initié par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, est donc une tribune qui devra permettre de proposer au gouvernement ivoirien un plan de gestion des risques nucléaires, radiologiques et biochimiques afin de lutter contre la dégradation de l'environnement qui a pour conséquence la contamination des populations par des odeurs nocives comme celle des déchets toxiques du Popokwala en 2006. Les populations vivant dans les zones exploitées par les orpailleurs clandestins courent un véritable danger au quotidien. Les experts et les responsables du ministère de l'Industrie et des Mines se sont réunis pour trouver des méthodes de sensibilisation contre les activités illégales d'orpaillage. Charles Tatou. Les activités d'orpaillage menées illégalement exposent les populations à des dangers dans certaines régions du pays. Les risques sont nombreux, qui interpellent le ministère des Mines. D'où cet atelier de l'INPHB de Yamoussoukro. Il a réuni directeurs centraux et régionaux des mines. On a pu constater sur le terrain la destruction de nos plantations par les orpailleurs, la destruction de la nature, la destruction de la forêt, l'utilisation des enfants dans l'orpaillage. Les enfants qui doivent être à l'école se retrouvent au niveau de l'orpaillage. L'utilisation des produits chimiques, donc la contamination des eaux de surface et même des eaux souterraines par les produits chimiques que nos orpailleurs utilisent pour amalgamer l'or. La Côte d'Ivoire compte 31 régions et au jour d'aujourd'hui,
24 régions sont contaminées. Ça veut dire que c'est pratiquement toute la Côte d'Ivoire. Et si vous voyez les destructions qui s'opèrent sur le terrain et que le gouvernement ne fait rien, ce serait la Côte d'Ivoire qui va perdre sa place, par exemple, de premier producteur. Même les cultures vivrières, tout va partir parce que quand ils tombent dans une rizière, tout s'en va. À la minute, ils détruisent tout. Donc 24 de nos régions qui sont touchées, c'est énorme. Il n'y a que les régions qui sont sur la côtière qui ne sont pas détruites. Mais avec l'utilisation des produits chimiques, même s'ils n'exploitent pas, l'écoulement de l'eau polluée viendra tuer les poissons que ceux qui sont dans les zones de lagune là utilisent. Durant 2 jours, les directeurs centraux ont échangé avec leurs collaborateurs exerçant dans les régions. Ils les ont instruits sur les méthodes de sensibilisation des autorités locales et des populations contre les activités des orpailleurs clandestins. De la lumière à Gbonga, dans le district du Denguélé. Ce village vient tout juste d'être connecté au réseau électrique national. De nombreuses activités en perspective pour les populations. Thérèse Yoboué. Gbonga est une localité située à 40 km de Séguélan, dans la région du Denguélé. Gbonga compte environ 3000 âmes. Les populations de cette nouvelle sous-préfecture étaient en fête. Une célébration pour dire merci au président de la République pour l'électrification de cette localité. Une électrification qui s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Cette cérémonie était présidée par le préfet Benjamin Nanou et parrainée par le président du conseil régional du Kabadou. Et ses équipes. L'information ressort d'une rencontre du ministère du Logement avec la centrale syndicale Humanisme. Il a également été question d'inciter les fonctionnaires à souscrire à l'opération. Doigt des lasers. La salle de conférence de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire bourrait du monde. Les membres de la centrale syndicale Humanisme sont venus écouter le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme sur les questions liées aux logements sociaux en Côte d'Ivoire. Plusieurs points ont été relevés. Il s'agit entre autres de l'état d'avancement des travaux, de la souscription, de l'acquisition des terrains et des tarifs des différents types de logements sociaux et économiques. Le gouvernement, par exemple, a mis à notre disposition 18 milliards pour l'amener des réseaux d'eau, d'électricité, pour également la réalisation des réseaux de drainage, des réseaux d'assainissement. Madame le ministre de l'économie et des finances a signé une note pour le crédit acquéreur pour permettre aux Ivoiriens, lorsqu'ils se rendent dans les banques, de pouvoir effectivement bénéficier d'un crédit acquéreur à taux de 5,5%. En décembre 2014, les premières maisons seront livrées. C'est une promesse du gouvernement pour tous les Ivoiriens qui n'auront pas pu, par exemple, bénéficier des logements. Eh bien, ils pourront s'inscrire au programme de l'EM et bénéficier d'un terrain pour réaliser eux-mêmes leur maison. Le thème de la rencontre, logements sociaux, une réalité pour les travailleurs et travailleuses. Occasion donc pour Soro Mamadou, secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme, d'inviter les fonctionnaires à s'approprier cette opportunité. L'État donc a amené les banques à réduire de 4 points le prêt sur les acquisitions des logements sociaux. Et donc nous ne pouvons que saluer le gouvernement. Nous exhortons le gouvernement et les opérateurs à privilégier les constructions en hauteur. Aujourd'hui, nous notons une pression sur la question des terrains à Abidjan. En Côte d'Ivoire, plus de 25 000 demandes de logements sociaux sont enregistrées par an. Et le gouvernement ivoirien entend donner une réponse en facilitant l'accès au crédit acquéreur au sein des structures bancaires et en impliquant plusieurs opérateurs immobiliers nationaux dans la réalisation du projet de construction de 150 000 logements sociaux déjà entamés pour les 3 années à venir. Ce lundi marque le 10e jour de jeûne pour les musulmans de Côte d'Ivoire. En cette période particulièrement pieuse, une communauté musulmane de la ville de Bouaké inaugure sa nouvelle mosquée. La liste des édifices religieux musulmans s'allonge à Bouaké. En effet, la communauté musulmane du quartier Kamounogro, secteur habitat de la Caisse, vient de bénéficier d'une nouvelle mosquée. La mosquée Salam, une initiative de l'imam Kone Yaya qui a financé les travaux de construction sur fonds propres avec le soutien de ses coreligionnaires. La cérémonie d'inauguration de cette maison des dieux a enregistré la présence des autorités politiques, religieuses et des forces de défense et de sécurité, ainsi que de nombreux fidèles. L'ouverture d'une nouvelle mosquée, c'est une leçon pour nous, pour dire que nous devons nous entendre, nous devons aller de l'avant. Nous disons merci à Dieu
et prions Dieu pour que l'imam qui vient d'être assis, Dieu lui accorde longue vie, la santé dans le prolongement de son travail. Je l'appelle à tous les musulmans et de travailler au nom de Dieu, à cause de Dieu, à cause de leurs derniers jours. Il ne faut pas regarder à gauche, à droite, il ne faut pas regarder l'intérêt, il ne faut pas regarder l'argent. Les intervenants ont salué l'initiative qui permet aux musulmans non seulement de faire la promotion de l'islam, mais surtout de les rapprocher du tout miséricordieux Allah en ce début du mois du Ramadan. Ils ont prôné la cohésion sociale, la paix, l'entente et la fraternité, fondement de la religion musulmane. La mosquée Salam a abrité sa première prière le vendredi dernier, officiée par l'imam Bamadou Sanogo. La mosquée Salam, dont les travaux ont débuté en 2011, a une capacité d'accueil de 1000 places. La construction a coûté 40 millions de francs CFA. Mohamed Dionne prend la tête du gouvernement sénégalais, précédemment ministre chargé du suivi de l'exécution du plan Sénégal émergent. Il a été nommé Premier ministre hier soir par le président Macky Sall. Il remplace Aminata Touré qui n'aura totalisé que 10 mois à la primature sénégalaise. Au Kenya, plusieurs attaques contre les villes côtières ont fait au moins 22 morts dans la nuit de samedi à dimanche. D'après les Shebab qui revendiquent ces attaques, il s'agit de représailles à l'invasion du territoire musulman somalien. Kenya a été le théâtre d'attaques sanglantes dans la nuit de samedi à dimanche. Les habitants d'Indi n'en reviennent toujours pas. Leur village a été la cible d'un raid, provoquant la mort de 13 personnes. La nuit dernière, vers 23 h, j'ai entendu des coups de feu. 2 minutes plus tard, ils continuaient toujours et cela ne me semblait pas normal. Alors j'ai appelé au poste de police de Gamba, mais personne ne répondait au téléphone. Et pour cause, au même moment, le poste de police que tentait de joindre ce villageois était aussi pris d'assaut par un groupe armé qui en a profité pour libérer l'un de ses acolytes, emprisonné depuis l'attentat du mois de juin qui avait fait 48 morts revendiqués par le groupe islamiste Shebab. 9 personnes ont été tuées lors de cette attaque, dont 8 détenus et un agent de police. Au total, selon la Croix-Rouge, 22 personnes ont péri dans des raids ciblés sur la région côtière de la Mue, très prisée par les touristes. Des attentats revendiqués par les islamistes du Shebab affiliés à Al-Qaïda, une hypothèse que réfute la police. Au début, nous pensions que c'était les Shebab, mais les premiers éléments de l'enquête montrent que l'attaque a été commise par des membres du Conseil républicain de Mombasa. Les Shebab, eux, de leur côté, continuent de revendiquer ces attaques en représailles à la présence militaire kenyane en Somalie. Au Nigeria, 63 des 68 femmes et jeunes filles enlevées en juin dernier par Boko Haram ont réussi à s'échapper. L'information émane de sources sécuritaires du nord du pays et ce groupe est distinct de celui des 200 lycéennes enlevées à la mi-avril dans la ville de Chibok. L'armée israélienne a mené une nouvelle attaque de drones ce lundi matin dans la bande de Gaza. 3 combattants palestiniens tués et 2 civils blessés. 2 autres Palestiniens ont été tués dimanche soir lors d'un précédent raid. Les heurts se propagent après la mort d'un jeune Palestinien enlevé et brûlé vif selon les résultats d'autopsie. 6 juifs extrémistes ont également été arrêtés. Et un sport football pour terminer, les demi-finales démarrent pour le mondial brésilien. À l'affiche Brésil-Allemagne et Pays-Bas-Argentine, les 8 et 9. Voilà, merci d'être resté avec nous. Je vous dis à demain 13 h sur RTI 1 pour un nouveau journal. Retrouvez David Mobio à 20 h.